Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les vitres de l'hôpital Saint-Marie-S Mémorial, ce soir-là. Dehors, les éclairs zébraient le ciel, et le tonnerre grondait comme un écho lointain à la douleur qui rongeait ceux qui se trouvaient dans la chambre 208. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, étouffante, presque irréelle. On aurait dit que le temps s'était figé, suspendu à chaque bip régulier des machines médicales. Ces sons, d'ordinaire synonymes de contrôle et de soins, résonnaient maintenant comme les battements d'une montre fatale. Emily Carter, 6 ans, reposait dans ce lit trop grand pour elle, perdue au milieu de draps blancs et de tuyaux intrusifs. Son petit visage, d'habitude si vivant, rayonnant de rire et d'espièglerie, était désormais d'une pâleur fantomatique. Ses paupières closes tremblaient parfois, comme si elle rêvait ou luttait dans un monde invisible que personne ne pouvait atteindre. Des pansements couvraient son crâne, ses bras, son torse, et un respirateur la reliait à la vie comme un fil de soie prêt à se rompre à tout instant. Ses parents, David et Susan Carter, étaient assis de chaque côté du lit, figés dans une attente insupportable. David, ancien officier de marine devenu professeur, avait toujours été un roc. Mais ce soir-là, sa posture était effondrée, ses épaules tremblaient sous le poids d'une douleur qu'il ne savait pas exprimer. Il tenait la petite main d'Emily dans la sienne, la caressant du pouce comme pour lui rappeler qu'il était là, qu'il l'aimait, que tout n'était pas fini. Suzanne, infirmière de profession mais mère avant tout, restait silencieuse, ses yeux rougis fixés sur le moniteur. Elle connaissait les chiffres, les seuils critiques, les courbes qui s'aplatissaient, elle savait que chaque minute qui passait la rapprochait d'un adieu. 3 jours plus tôt, leur monde avait basculé. Ils rentraient d'un dîner chez des amis, riant tous ensemble dans la voiture. Puis, en un instant, le choc. Un chauffard ivre avait brûlé un feu rouge et percuté leur voiture à pleine vitesse. Le métal froissé, les cris, le chaos. Emily avait été projetée contre la vitre, son petit corps brisé par l'impact. Suzanne se souvenait encore du cri d'Ethan, de la panique, des gyrophares dans la nuit. Depuis cet instant, la vie semblait s'être figée dans un cauchemar sans fin. Dans un coin de la pièce, un petit garçon observait la scène en silence, les poings serrés, les yeux écarquillés. Ethan Carter, 10 ans, le grand frère d'Emily. Il n'avait pas prononcé un mot depuis le jour de l'accident. Lui aussi était dans la voiture. Il se souvenait de la musique qui jouait, du sourire de sa sœur, puis, du hurlement métallique de la collision. Par miracle, il s'en était sorti avec quelques égratignures, un bras cassé et un hématome à la tête. Mais les blessures qu'il portait à l'intérieur étaient bien plus profondes. Depuis, il n'avait pas quitté la chambre 208. Il refusait de manger ailleurs, de dormir ailleurs, de parler à qui que ce soit. On lui avait proposé de rentrer à la maison avec ses grands-parents, mais il avait simplement hoché la tête pour dire non. Il restait là, assis en silence, les yeux fixés sur sa sœur, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Dans le reflet de la vitre, Ethan regardait la pluie glisser le long du verre, comme les larmes qu'il refusait de laisser couler. Il se sentait coupable, impuissant, inutile. Il aurait voulu prendre sa place. Il aurait voulu remonter le temps, changer la trajectoire de cette voiture. Mais il n'était qu'un enfant, et personne ne l'écoutait. Le médecin-chef, le docteur William Reynolds, entra dans la pièce. La tension dans la chambre 208 monta d'un cran, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Grand, aux cheveux poivre et sel, Reynolds était un homme respecté, reconnu pour son calme et sa maîtrise dans les situations les plus critiques. Mais ce soir-là, son visage était sombre, ses épaules voûtées, et ses yeux fatigués trahissaient l'épuisement et l'impuissance. Il s'approcha lentement du lit, jetant un coup d'œil rapide aux machines dont les alarmes étaient devenues plus fréquentes, plus stridentes. Le tracé de l'électroencéphalogramme était irrégulier. La saturation chutait lentement. Chaque donnée confirmait ce que son cœur refusait encore d'admettre. Il se tourna vers les parents, le visage grave, et parla d'une voix basse, comme s'il portait le poids du monde sur la langue. « Monsieur et Madame Carter, dit-il, en croisant le regard déjà brisé de Suzanne, je suis profondément désolé. Nous avons tout tenté. Les médicaments, la ventilation, les stimulations neurologiques.
Les équipes ont travaillé sans relâche depuis 3 jours. Mais, il n'y a plus rien à faire. Émilie ne réagit plus. Ses fonctions vitales s'effondrent une à une. Un silence glaçant suivit. Suzanne porta ses 2 mains à son visage et s'effondra en sanglots. Ses pleurs déchirèrent l'atmosphère comme un cri de mère qu'aucun mot ne peut traduire. Elle se pencha sur le lit, embrassant le front froid de sa fille, murmurant des mots brisés, des supplications à Dieu, à l'univers, à n'importe quoi qui voudrait encore l'entendre. David, lui, resta figé. Assis, les coudes sur ses genoux, les mains jointes devant sa bouche, ses yeux étaient vides. Il ne bougeait pas. C'était un homme écrasé par l'inacceptable, en train de basculer dans un monde où sa fille n'existerait plus. Mais dans ce chaos déchirant, une voix s'éleva. Faible, mais claire. Étonnamment ferme. Laissez-moi essayer. Tous les regards se tournèrent brusquement. Ethan s'était levé. Il se tenait debout près du lit, droit malgré son bras encore en écharpe. Son visage d'enfant semblait soudainement mûri par l'épreuve, illuminé par une flamme intérieure que personne n'avait remarquée jusque-là. Ses yeux brillaient d'une intensité rare, un mélange de chagrin et de foi absolue. « Ethan, mon chéri », tenta de dire Suzanne entre 2 sanglots, « ce n'est pas si simple. » Les médecins. Mais il l'interrompit doucement, d'une voix calme mais déterminée. « Non, maman. Je veux essayer. Je dois essayer. Je la connais mieux que quiconque. » Il se tourna vers le docteur Reynolds. « Vous avez essayé tous vos outils, mais moi, je veux essayer avec mon cœur. Laissez-moi lui parler. Laissez-moi faire quelque chose. Juste, laissez-moi être son grand frère. » Un long silence suivit. Les médecins se regardèrent, hésitants. Certains hochèrent la tête, perplexes, comme s'ils assistaient à une scène irréelle. Un infirmier voulut intervenir, mais le docteur Reynolds leva la main pour l'arrêter. Il regarda Ethan longuement. Il ne voyait plus un enfant. Il voyait un frère, un protecteur, un être animé par quelque chose de plus fort que la peur. « Très bien, » murmura-t-il enfin. « Fais ce que tu dois faire, Ethan. » L'équipe médicale se recula lentement. Les bips continuaient. L'orage grondait toujours au loin. Mais dans ce petit rectangle de lumière, dans cette pièce glacée de l'hôpital Saint-Mariès, une lueur s'était levée. Ethan s'approcha doucement du lit. Ses pas étaient presque silencieux sur le sol carrelé, comme s'il avait peur de déranger un équilibre fragile entre vie et mort. Chaque mouvement était empreint de gravité, mais aussi d'amour inconditionnel. Il grimpa prudemment sur la petite chaise placée à côté du lit, ses jambes tremblant sous l'émotion. Une fois installé, il tendit la main et attrapa celle de sa sœur. La main d'Émilie était froide. Inerte. Fragile comme une feuille d'automne oubliée sur le trottoir. Mais Ethan la serra dans la sienne, doucement d'abord, puis un peu plus fort, comme s'il voulait insuffler un peu de sa chaleur, un peu de sa vie, dans ce petit corps brisé. Ses doigts, encore éraflés de l'accident, tremblaient légèrement. Ses yeux, pleins de larmes contenues depuis trop longtemps, fixaient le visage endormi d'Émilie. Il se pencha alors sur elle, jusqu'à ce que son front frôle presque le sien. Un frisson le traversa. Sa sœur ne bougeait toujours pas. Pourtant, il sentait, quelque part, qu'elle l'entendait. « Émilie, c'est moi, Ethan », chuchota Théil, d'une voix tremblante, presque brisée, mais pleine d'une tendresse pure. Un silence pesant tomba dans la pièce. On n'entendait plus que les bips réguliers des machines, le souffle du ventilateur, et au loin, la pluie qui continuait de frapper les vitres dans une cadence triste et monotone. « Tu ne peux pas partir maintenant, tu comprends, » reprit-il, sa voix se faisant un peu plus ferme. « Tu m'as promis qu'on finirait notre cabane dans le grand chêne derrière la maison. Tu m'as dit qu'on ferait un pique-nique avec maman et papa cet été. Tu ne peux pas me laisser tout seul. » Sa gorge se noua. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Mais il resta là. Il ne lâcha pas la main de sa sœur. Il refusait de la laisser partir dans le silence. « Tu te rappelles, Émilie » murmura-t-il en reniflant doucement. « Quand tu avais peur la nuit, je posais ma main sur ton cœur, et je disais, moteur magique, bats encore et encore. Et tu rigolais.
Tu disais toujours que tant que je faisais ça, ton cœur battrait toujours. Un souvenir vif traversa l'esprit d'Ethan. Ces nuits où Émilie tremblait sous sa couverture à cause des cauchemars ou du tonnerre. Il venait dans sa chambre, posait sa main sur sa poitrine, récitait cette petite formule inventée. Elle éclatait de rire, le serrait fort, puis s'endormait paisiblement. C'était leur rituel. Leur magie à eux. Alors, dans un geste à la fois tendre et désespéré, Ethan posa sa petite main sur la poitrine d'Émilie, là où battait, ou plutôt vacillait, ce cœur si précieux. Il répéta doucement, d'une voix brisée, tremblante mais portée par une espérance qui refusait de mourir. Moteur magique, bat encore et encore. Bats pour moi, Émilie. Juste une fois, bat encore. Ces mots flottaient dans l'air, portés par le silence tendu de la pièce. Une prière d'enfant, pure et désespérée. Une incantation d'amour, plus puissante que tous les médicaments, plus vraie que toutes les théories médicales. Autour de lui, plus personne ne respirait. Suzanne, agenouillée près du lit, avait les mains jointes devant sa bouche, les yeux grands ouverts. David, toujours debout, les poings serrés, fixait sa fille comme si son regard seul pouvait la retenir entre les mondes. Le docteur Reynolds, bras croisés, fronçait les sourcils, tiraillé entre son instinct scientifique et ce qu'il pressentait sans pouvoir l'expliquer. Et Ethan, petit soldat de l'amour, gardait sa main posée sur le cœur de sa sœur. Son front collé au sien. Les yeux fermés. Une larme coula, silencieuse, et tomba sur la joue pâle d'Émilie. Puis, un son. Un bip. Léger. À peine perceptible. Mais réel. Un battement solitaire, comme une note de musique échappée du néant. Puis, un autre. Plus net cette fois. Et un autre. Les bips devinrent réguliers, hésitants mais insistants, comme un cœur timide retrouvant son rythme. Sur le moniteur, la ligne plate s'était mise à danser. Un rythme cardiaque. Faible, fragile, mais indiscutablement vivant. Un souffle court, presque étranglé, échappa à l'infirmière Megan, qui couvrait sa bouche de sa main gantée. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle avant de tourner les talons et courir hors de la chambre. « Docteur ! Revenez vite !» En moins de 30 secondes, une agitation effervescente s'empara du couloir. Le personnel médical accourut à nouveau dans la chambre 208. Le docteur Reynolds entra le premier, suivi d'une équipe d'infirmiers, le regard rivé sur les écrans. Il cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Impossible, souffla-t-il d'abord. Puis, avec une voix chargée d'émotion. Son cœur repart. Elle revient. Les infirmiers se mirent en position. Un d'eux vérifia la pression artérielle. Une autre ajusta l'oxygène. Tous murmuraient, incrédules, choqués, bouleversés. Mais c'est Émilie, au centre de cette tempête d'émotions, qui fit taire le monde. Un frémissement léger traversa son visage. D'abord un battement de cils, lent, hésitant. Puis ses paupières tremblèrent, comme si elle luttait pour revenir d'un sommeil très profond. Enfin, dans un souffle à peine audible, ses lèvres pâles bougèrent. Un mot. Un seul. Ethan, moteur magique. Ce fut comme une explosion d'émotion dans la pièce. Suzanne hurla. Pas de peur. De joie. Un cri instinctif, viscéral, qui monta de ses entrailles jusqu'à remplir toute la chambre. Oh mon Dieu! Émilie! Ma fille! Cria-t-elle en se jetant vers le lit, puis s'effondra, cette fois submergée par la gratitude. David, d'ordinaire si pudique avec ses émotions, se laissa tomber à genoux, le visage noyé de larmes. Il serra sa femme contre lui avec une force qu'il n'avait plus depuis des jours. Le docteur Reynolds avait reculé d'un pas, la main sur la bouche, les yeux embués. Il n'était plus le médecin distant. Il était un homme témoin d'un mystère qu'aucun diplôme ne pouvait expliquer. Quant à Ethan, il éclata d'un rire mêlé de sanglots, un rire pur, libérateur, né de cette joie brutale qu'on ne ressent qu'une fois dans une vie. Il serra sa petite sœur contre lui, comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau s'il la lâchait. Son petit torse tremblait contre celui d'Émilie, mais cette fois, ce n'était plus la peur,
c'était l'amour, la reconnaissance, et une force nouvelle née du miracle qu'il venait de vivre. Suzanne, la mère, tomba à genoux en pleurant, priant à voix haute sans même s'en rendre compte. David, le père, resta debout, figé, incapable de détacher son regard de sa fille. Sa main tremblante couvrait sa bouche, comme pour retenir un cri de soulagement trop puissant. Dans les jours qui suivirent, l'histoire fit d'abord le tour de l'hôpital. Les infirmières se racontaient entre elles l'instant du miracle. Les médecins échangeaient des regards silencieux dans les couloirs. Et puis la rumeur dépassa les murs. Un journaliste local entendit parler de « cette petite fille revenue à la vie grâce à son frère ?» Et ce qui n'était qu'un murmure devint un raz-de-marée. Les médias affluèrent, caméra à l'épaule, micro en main, espérant capturer un fragment de cette magie. Les chaînes nationales ouvrirent leurs journaux avec un titre devenu emblématique. Le miracle du moteur magique. Des reportages entiers furent consacrés à cette histoire. Des millions de personnes furent bouleversées en entendant les mots simples mais bouleversants d'un petit garçon au cœur immense. Certains y voyaient une connexion surnaturelle entre frères et sœurs, un lien si fort qu'il défiait la mort elle-même. D'autres parlaient de la puissance de la foi, de l'amour inconditionnel. Des scientifiques se penchèrent sur le phénomène, tandis que des religieux évoquaient un signe divin. Mais personne ne pouvait nier que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Lorsqu'un journaliste demanda à Ethan, lors d'une interview en direct, ce qu'il avait ressenti, le garçon, coiffé de son éternel bonnet bleu, baissa les yeux, presque gêné. « Je n'ai rien fait de spécial, dit-il d'une voix calme. J'ai juste cru très fort que ma sœur m'entendait. Et j'ai fait ce qu'on faisait toujours, tous les deux. C'était notre chose à nous. Notre moteur magique. » Dans le coin, Émilie, encore faible mais souriante, serrait un petit coussin dans ses bras. Elle leva les yeux vers son frère, et son sourire dit tout. Quant au docteur Reynolds, un homme respecté dans le milieu médical depuis plus de 3 décennies, son témoignage surprit plus d'un téléspectateur. « Je suis un homme de science, et je crois profondément à la médecine. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, ce n'était pas un phénomène qu'on peut expliquer dans les livres. Ce n'était pas un traitement, ni une réaction physiologique. C'était autre chose. Un lien. Une force. Une foi. Appelez cela comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un miracle. » 3 semaines plus tard, Émilie sortit de l'hôpital. Elle marchait encore lentement, mais avec assurance. Elle avait le regard d'une enfant qui avait vu l'autre côté, et qui avait décidé de revenir. Cet été-là, fidèles à leur promesse, Ethan et Émilie finirent leur cabane dans le vieux chêne au fond du jardin. David les aida à fixer les planches, tandis que Suzanne préparait des paniers de pique-nique comme ils en rêvaient depuis si longtemps. Leur petit monde, un temps menacé de s'effondrer, s'épanouissait à nouveau sous le soleil. Et chaque soir, avant de s'endormir, Émilie posait doucement sa main sur son cœur. Elle fermait les yeux, et murmurait dans un souffle. « Mon moteur magique ne s'arrêtera jamais, tant que mon grand frère veillera sur moi. » Et quelque part, dans la pièce voisine, Ethan souriait dans l'obscurité. Car il savait, au plus profond de lui, que leur lien était plus fort que tout. Plus fort que la peur. Plus fort que la mort. C'était un moteur. Un moteur d'amour.